Bonjour à tous, donc quatrième étape de notre petit tour de Saône-et-Loire, Sud-Bourgogne. Je suis au château de Germolles. Ce château est un des châteaux ayant appartenu à Philippe le Hardi, donc duc de Bourgogne, et à sa femme Marguerite de Flandre. Philippe le Hardi étant le premier duc de Bourgogne. C'est un des rares châteaux ayant appartenu au duc de Bourgogne qui est resté dans l'état dans lequel il l'a laissé pratiquement. Le château ici est un château qui a été en fait améliorée par la duchesse de Bourgogne, qui était une duchesse très cultivée, très riche, et qui a voulu faire de ce château vraiment un château bucolique. Donc elle avait une certaine avance sur son temps. On est vraiment dans un château qui montre ce qui se faisait de mieux à la fin du Moyen-Âge. Et donc nous allons le découvrir ensemble. Elles sont conservées parce qu'au XIXe siècle, elles ont été couvertes de plâtre et de papier peint. Ce qui fait qu'il y a une soixantaine d'années, elles ont été découvertes, puis dégagées et restaurées. Alors évidemment, aussi bien les boiseries en bas des murs que la corniche en haut des murs, ou le plafond, ou la cheminée, datent du XIXe. Mais les peintures datent du XIVe siècle. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'elles représentent des PDM, qui sont en fait les initiales de Philippe et de Marguerite, du duc et de la duchesse. Il y a des représentations de fleurs qui sont des chardons. Et ça, c'est très intéressant parce que à la fin du Moyen-Âge, on aime beaucoup donner à des motifs un sens symbolique. Et le chardon est un exemple très intéressant. D'abord parce que le chardon, c'est la fleur du respect. C'est une fleur qui pique, le chardon. Donc c'est une fleur que l'on regarde, que l'on admire, mais que l'on ne touche pas parce que ça pique. Et puis c'est également une fleur qui évoque l'idée du lien, parce que quand vous traversez un buisson où il y a des chardons, les chardons s'accrochent à vous. Ce qui fait qu'au Moyen-Âge, le chardon est une fleur qui évoque l'idée du lien et de la fidélité. Et puis ce qui est amusant, c'est que ces chardons-là, précisément, qu'on appelle des cardères, au Moyen-Âge étaient utilisés parce qu'on s'en servait pour brosser la laine. Or la laine, c'est la grande industrie de la Flandre. Et puisqu'on est chez Marguerite de Flandre, elle est bien au courant de ça. Donc vous voyez comment ça fonctionne. On a là un exemple intéressant de ce qu'on appelle l'emblématique médiévale, c'est-à-dire de ces thèmes, de ces motifs qui veulent dire des choses. Alors, les couloirs n'existent pas au Moyen-Âge, mais encore une fois, ce château a vécu après le Moyen-Âge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début du XIXe siècle, on a décidé de construire la cloison que vous avez là pour faire un couloir et des chambres indépendantes, comme celles que vous avez sur votre droite. Et puis au premier étage, au niveau où nous sommes, parce que le palier où nous sommes à l'origine, il se prolongeait en sol jusqu'à la tapisserie. Ce qui fait qu'au premier étage, il y avait une grande pièce. Cette grande pièce au premier étage, c'était la chambre du duc, à côté de sa garde-robe au rose. C'est-à-dire que les deux pièces formaient l'appartement du prince, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est que vers la fin du XVIIIe siècle, on a voulu faire ici une grande entrée. Il n'y a pas de grandes entrées dans un château au Moyen-Âge. Ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, on a décidé d'en créer une ici, en détruisant le plafond plancher qui était là, en créant le grand vestibule que nous découvrons, et puis en construisant ce grand escalier qui est devant vous, qui lui date du XVIIIe. Quand au XVIIIe siècle, on a créé ce grand vestibule, on n'a pas eu le temps de l'aménager. C'est au siècle suivant qu'on a fini de l'aménager. Par exemple, on a amené ici la grande cheminée qui est à votre gauche. Et cette cheminée est importante parce que elle a été sculptée par le sculpteur officiel du duc et de la duchesse, qui s'appelle Klaus Sluter, qui était le sculpteur officiel de Philippe le Hardi à Marguerite de Flandre. Il y a deux personnages, ici un personnage masculin, là un personnage féminin, qui sont des sortes de portraits allégoriques du duc et de la duchesse de Bourgogne. La duchesse d'ailleurs a perdu sa tête parce qu'à la Révolution, la sculpture a été décapitée. Alors chose amusante, le personnage de gauche avait été décapité aussi, mais il se trouve qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, dans les fouilles du Célier que je vais vous montrer après, on a retrouvé la tête, ce qui fait qu'un restaurateur a pu la remettre à sa place. La cheminée représente une histoire légendaire d'un chevalier à table ronde qui s'appelle Yvain, et Yvain le chevalier au lion. Et donc, ce que vous avez là, comme ce que vous avez pris de l'autre côté, c'est des épisodes de l'histoire d'Yvain le chevalier au lion. Alors, vous savez qu'un cellier, c'est une cave et un garde-manger. En gros, c'est un lieu où on met le vin et la nourriture. C'est vraiment un lieu très, très important. Il n'y a pas de château sans cellier. Et alors, ce cellier, je vous en parlais un petit peu au départ, il date du XIIIe siècle, c'est-à-dire c'est un élément du vieux château que l'on a intégré dans la nouvelle résidence. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais il est très typique du XIIIe siècle, ce cellier. Il a des fenêtres en plein cintre très romanes, et puis des voûtures croisées de givre très gothiques.
C'est-à-dire qu'on a là une espèce de mélange de tradition et de modernité, une chose qu'on revoit très souvent en Bourgogne au XIIIe siècle. Par contre, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ici au Moyen-Âge, les murs étaient couverts d'un enduit qui était peint. C'est-à-dire que les pierres n'étaient pas apparentes. Au Moyen-Âge, les enduits couvraient les murs, des enduits peints. La maison de Dieu devait évidemment être très décorée. Alors, le problème, c'est que évidemment, les enduits peints ont disparu. Au XIXe siècle, en plus, on a mis une espèce de béton sur les murs, dont il reste encore des vestiges. Mais dans une partie de la chapelle, sur l'ogive qui est dans le fond à droite de la chapelle, on voit encore des traces de couleurs, du rouge, des traits noirs, qui sont en fait ce qui reste des peintures qui couvrent les murs. Cette porte donne sur un escalier très très large, que au Moyen-Âge était beaucoup plus haut que ça. Aujourd'hui, il ne reste qu'un tiers de cet escalier. Et c'est assez intéressant parce que dans les châteaux au Moyen-Âge, généralement, il y a peu d'escaliers, puis ils ont tendance à être assez étroits, ce qui est à la fois mieux pour la défense et beaucoup moins cher à construire. Là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que là, Marguerite, elle avait clairement les moyens de s'offrir un escalier très cher. Puis ce qui comptait ici chez elle, c'était non pas la défense, si vous voulez, mais l'apparat. Donc en ayant dès l'entrée ce grand escalier, c'est une manière de montrer qu'on n'était pas dans un château ordinaire. Elle a fait réaliser un relief sculpté pour orner le tympan de la porte. Et ce tympan a été très abîmé à la Révolution, mais vous voyez qu'il y avait au centre un gros blason, c'est le blason de la Bourgogne, qui est présenté par deux lions assis, il y a un lion à droite, un lion à gauche, après tout c'est le roi des animaux. Et puis au-dessus, il y avait trois autres petits blasons. Alors ils ont disparu, mais au-dessus du lion de gauche, vous voyez l'emplacement d'un blason disparu. Et en fait, ça, c'était les blasons des territoires amenés à la Bourgogne par Marguerite. C'est-à-dire que quand elle a épousé Philippe, elle lui a amené ces territoires, et en particulier la Flandre. Le château a évidemment subi beaucoup de transformations. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la chapelle qui est en restauration, la chapelle ducale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la duchesse et du duc de Bourgogne, ces deux parties étaient ensemble, mais au XIXe siècle, il y a eu un orage qui a fait s'écrouler la partie du bâtiment, mais en fait, ces deux parties se rejoignaient puisque ça permettait à Marguerite de Bourgogne de se retrouver dans sa chapelle. Là, ce que vous voyez ici, en fait, rejoignait l'autre partie. Donc on était vraiment sur une cour, une haute cour rectangulaire. Et en fait, ce château, après Charles le Téméraire, le duché de Bourgogne entre dans le domaine royal. À partir du XVIIe siècle, le château donc commence à tomber en ruine. Et là où vous voyez l'arbre, en fait, là où se trouvait l'aile, d'ailleurs où logeait Jean le Bon, donc le fils du duc de Bourgogne, cette aile petit à petit a commencé à péricliter et évidemment après la Révolution, les pierres ont servi de carrière comme pour beaucoup de châteaux. Dernière petite chose, la fenêtre que vous voyez juste au fond était en fait la fenêtre où logeait Marguerite, la femme de Jean le Bon. Et donc en fait, juste dans le coin, on avait la chambre de Marguerite de Flandre, donc la belle-fille logeait juste à côté de sa belle-mère, notamment pour que Marguerite de Flandre puisse former sa belle-fille à pouvoir tenir une cour et un duché aussi important que le duché de Bourgogne. Et donc juste là, au bout, on a ce qui était en fait la chambre du duc de Bourgogne, de Philippe le Hardi.